Bien, je pense qu'on a une petite transition. Caméraman. Monsieur Ney. Bien, eh bien, il est temps maintenant de lancer la toute première conférence de ce 8e festival. Une conférence qui a été organisée en partenariat avec Futurible. Alors, Futurible, ils ont un motto qui, je trouve, est tout à fait compatible, en tout cas très proche de ce que nous essayons de faire ici. Leur slogan, si je puis dire, c'est comprendre les transformations, explorer les futurs, débattre des enjeux, concevoir des politiques et des stratégies. Futurible est un centre de réflexion et d'études en prospective, éditeur de la revue du même nom, dont vous pourrez trouver d'ailleurs un certain nombre d'exemplaires à disposition dans le hall d'entrée. Alors, membre du conseil scientifique de Futurible et ayant accepté le redoutable honneur d'ouvrir ce 8e festival, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Homel. Alors, Thierry Homel est économiste, enseignant à Sciences Po Paris et aux Ponts et Chaussées, spécialiste des risques environnementaux et sanitaires et du développement territorial. Il est également directeur de son propre cabinet de conseil, Thierry Homel Conseil. Et il va aborder pour nous, dans cette première conférence, pendant 40 minutes, et ensuite 15 minutes de questions environ, cette première notion, sans doute un petit peu trop rapidement évacuée et prononcée, qui est la notion d'émergence appliquée au continent africain. Thierry Homel, c'est à vous. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité et je vais donc prendre la parole en vous parlant des émergences africaines. Les émergences africaines, tout le monde en parle. J'ai normalement un PowerPoint qui doit... Il faut que je le lance. Alors attendez, dites-moi tout. Qui vous permettra de suivre parce que vous voyez pour le moment ma photo, mais ce n'est pas le plus intéressant, je pense. Il est long, j'espère que l'ordinateur a un peu de mémoire parce que je l'ai animé. Encore un aléa. C'est un petit aléa, ça va finir par venir. Voilà. Merci beaucoup. Donc j'ai la charge de vous parler des émergences africaines et des émergences programmées. Quand on parle d'émergences programmées, on parle généralement de plans de développement ou de stratégies d'émergence. C'est ce qu'on va voir maintenant. L'Afrique est un continent qui a subi, on va dire, pendant les années 70-80, une attention prospective assez forte. Les gens s'intéressaient beaucoup au continent, aux possibilités de développement. Et puis, les années 80 ont vu une décroissance de l'attention prospective, voire même de l'attention académique sur le continent africain. Aujourd'hui, de nouveau, un certain nombre d'acteurs, qu'il s'agisse des académiques, mais aussi beaucoup des entrepreneurs, des ONG, de la société civile, recommencent à s'intéresser à l'Afrique et essayent manifestement de changer son regard sur le continent. Ce changement de regard est à la fois celui des analystes qui sont extérieurs au continent, mais aussi celui des acteurs même du continent et des Africains. Pour vous introduire un petit peu le sujet, j'ai choisi de vous présenter une d'articles d'une revue que vous connaissez sans doute qui s'appelle The Economist. Vous voyez une assez célèbre, effectivement parue dans les années 2000. On essaiera après de s'interroger sur le pourquoi cette une à ce moment-là, qui nous dit que finalement l'Afrique est un continent dont il ne faudrait rien attendre. Et puis ce même journal, qui est un journal sérieux, indépendamment des opinions qu'il véhicule, on pourra débattre de ça aussi, 13 ans plus tard, titre à la une que l'Afrique est un continent d'espoir. Alors les journalistes de The Economist ne sont pas bêtes, ils ont suivi une tendance qui est celle de tous les analystes qui ont travaillé sur cette période-là et qui ont attrapé finalement les questions africaines à des moments qui sont différents. Les années 2000 coïncident avec ce qu'on va voir après,
la fin d'une phase d'ajustement structurel qui progressivement a fini par mettre en place un certain nombre de routines et de processus sur le continent. 2013 est une année un peu différente, on aurait pu prendre 2012, on aurait pu prendre 2011, est une année pendant laquelle, au contraire, on se dit que l'Afrique est un continent qui commence à bénéficier d'un ensemble de plans d'ajustement structurel qui ont été conduits, non plus sous le dogme de la croissance économique stricto sensu, mais au nom des objectifs du millénaire et au nom de ce qu'on va appeler le développement durable. J'y reviendrai après. Donc vous voyez, il est très difficile de penser que les gens se trompent à ce point et qu'en l'espace de 13 ans, le continent est complètement changé. Et peut-être que cette une de 2000 est un petit peu trop négative et peut-être que la une datée de 2013 est un petit peu trop positive. D'ailleurs, si The Economist devait faire une aujourd'hui, je me demande bien quel titre ils adopteraient, puisque cette une est faite à un moment où le cours des matières premières est relativement élevé, et les barils de pétrole, le fer, le cuivre, enfin un certain nombre de matières premières qui viennent d'Afrique, sont aujourd'hui à des prix qui ont été divisés par 2,5 à 5 selon les ressources. Or, ces ressources sont le moteur de la croissance sur le continent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Les questions de développement, alors ça c'est aussi une tradition de Futurible, hein. Excusez-moi, je vais faire beaucoup d'itérations parce que j'ai l'esprit en escalier. Et en plus, on nous a demandé de sortir de nos PowerPoint et je le fais très volontiers. L'Afrique est un continent qui, effectivement, est intéressé par les problématiques de développement depuis longtemps et sur lequel on essaye depuis longtemps de créer du développement. Chez Futurible, alors Futurible est au-delà d'être une association, un journal, une revue, une ONG, Futurible est aussi un néologisme. Futurible veut dire futur possible. C'est une contraction et vous voyez qu'il y a un S à Futurible. On considère quand même que le futur est ouvert et qu'on ne va pas avoir une lecture programmée de tout ce qui va se passer à horizon de 30 ans. Notre métier, c'est d'essayer de sentir un petit peu des tendances lourdes pour bâtir des scénarios prospectifs sur l'évolution du monde. Bon, là, en l'occurrence, il s'agit de questions africaines, mais de saisir aussi des tendances qui sont moins lourdes, moins ressenties et qui finalement vont pouvoir se développer et changer la face des choses par rapport aux problématiques et aux plans et aux grands programmes qu'on a. Donc le développement sur le continent africain, comme je vous le dis, ce n'est pas nouveau. Et finalement, on va pouvoir considérer aussi que pour faire de la prospective et regarder le futur, il faut des fois se réenraciner dans le passé. Je ne parlerai pas de la période précoloniale, il faudrait le faire, mais bon, nous avons un temps qui est circonscrit, donc je ne vais pas le faire. Et je vais partir de ce qui se passe à partir du moment où les décolonisations se mettent en place. À partir du moment où on commence à décoloniser en Afrique et à partir du moment où ces pays deviennent indépendants, se pose la question de leurs modalités de développement. Ces modalités de développement, elles se posent dans un contexte où un président américain qui s'appelle Truman a pour la première fois en 1949 annoncé ou mis en place un concept que nous étudions et que nous utilisons tous qui s'appelle le sous-développement, des fois de manière heureuse, des fois de manière malheureuse. Et l'idée qui préside dans les institutions internationales, à la tête des gouvernements, donc chez les nouveaux gouvernants en Afrique, est effectivement d'instaurer un cycle de croissance. Pourquoi théorie du rattrapage? Théorie du rattrapage pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, je vais vous les expliquer après. Ensuite, nous avons une autre période qui est la période des ajustements structurels, qui correspond à la période 80-2000. Et la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui est le cycle de la croissance inclusive, de la croissance verte. Alors qu'est-ce qu'il y a à travers ces différentes mises en œuvre de développement? La théorie du rattrapage part de présupposés. 3. D'une part, les conditions des pays africains dans les années 60 seraient relativement similaires à celles des pays occidentaux, au sens large, au début du siècle. Ce qui signifie aussi que le modèle à poursuivre pour les pays africains, dans ce cadre-là, est le modèle occidental. D'autre part, l'Afrique a besoin de croissance. Croissance économique. La croissance économique sera le moteur du développement en Afrique. Autrement dit, il y a un lien univoque qui est créé entre la notion de PIB, ou la notion de PNB si vous préférez, d'un côté, et les processus de développement de l'autre. Enfin, troisième idée, l'Afrique pourra bénéficier du progrès technique. Alors effectivement, l'idée est louable, l'idée est intéressante, mais le progrès technique est généralement quelque chose qui se transfère et qui ne se transfère pas sans coût. Or, à cette époque, que voit-on apparaître? On voit apparaître des théories qui nous disent que finalement, le fait d'être en retard est un avantage, puisque le progrès technique aidant, on pourra rattraper plus vite le retard.
c'est oublier et mettre entre parenthèses un certain nombre de processus, c'est-à-dire les transferts de technologie et les coûts qui vont avec. Qu'est-ce qui se passe à la suite de cette mise en œuvre des théories du rattrapage? Eh bien, on dessine sur le continent. Le continent, c'est 54 pays d'une extrême diversité. Je ne l'ai pas rappelé. Il sera intéressant de le faire peut-être dans les discussions que nous pourrons avoir, parce que l'Afrique, c'est très vaste et c'est très varié. Donc, on reviendra là-dessus après. De manière générale, on dessine dans les États africains des plans sectoriels. Des plans sectoriels, c'est quoi? C'est construire de l'industrie lourde. Et autour de cette industrie lourde, assurer un pilotage par l'État qui va permettre, autour de plans quinquennaux, d'aboutir à des modalités de croissance qui sont efficaces. On se rend compte finalement que cette stratégie ne fonctionne pas. D'une part, les entreprises et les secteurs d'activité qui s'installent sont hautement extractifs. Ces secteurs extractifs drainent l'ensemble des politiques publiques, drainent l'ensemble des acteurs qui viennent sur le marché du travail et conduisent à ce qu'on appelle la maladie hollandaise. Donc la maladie hollandaise, qu'est-ce que c'est? Pourquoi la maladie hollandaise? Je vais de nouveau faire une aparté, parce que dans les années 70, à Groningen, quand on découvre du gaz naturel, pour la première fois aux Pays-Bas, la production industrielle régresse. Et on finit par se dire, mais comment se fait-il que des pays qui soient dépositaires d'autant de matières premières, finalement, ne soient pas capables ou ne mettent pas en œuvre de la production industrielle? Il y a des explications économiques à ça. Quand vous avez un secteur où les rémunérations sont plus élevées, tout le monde veut aller dans ce secteur d'activité. À partir du moment où l'investissement se fait sur un seul secteur d'activité, que se passe-t-il? Les autres sont délaissés. Et puis, au bout d'un moment, on se retrouve avec une économie complètement duale, avec d'un côté des matières premières qui ne sont pas transformées sur place et qui sont exportées sur le continent, et de l'autre côté, plus du tout de secteur productif et une importation massive de biens qui viennent plutôt des pays occidentaux. Voilà ce qui se passe dans ces années-là. Les approches du développement sont analysées et on considère, quand je dis on, les institutions internationales, les pays, les citoyens africains, se rendent compte que c'est finalement une stratégie qui ne fonctionne pas. Cette stratégie ne fonctionne pas et elle a eu en plus un autre effet. Ce pilotage par l'État a amené les États africains à employer beaucoup de gens dans le secteur public. On se retrouve finalement avec des pays qui ont une structure de produit intérieur brut, où 60% viennent d'exportation de matières premières et le reste est assumé par le secteur et la fonction publique. Au début des années 80, on a une crise des matières premières, les cours des matières premières s'effondrent, peut-être un petit peu plus tôt, dans les années 75, on va dire, ce qui fait que ces États qui ont une source de revenus unique voient leurs revenus s'effondrer, se voient dans l'incapacité ou dans des situations difficiles pour payer et assumer la masse salariale de la fonction publique. Et ces États sont aussi des États qui ont pris des prêts auprès d'institutions internationales. Ces institutions internationales voient la situation s'aggraver, voient l'inflation augmenter et décident de mettre en œuvre une autre politique. Cette politique est celle qu'on va appeler celle des ajustements structurels. Les ajustements structurels, une fois encore, on pourra revenir dessus dans le cadre de notre discussion, les ajustements structurels vont conduire essentiellement à réformer, d'une part, la situation des marchés monétaires, les institutions et à libérer les marchés. L'idée est de s'appuyer sur le secteur privé pour développer, et pour développer en partant du secteur privé, il faut a priori assainir les situations financières, lever les barrières à l'entrée, lever les barrières à la sortie, s'occuper des droits de douane et dégraisser très fortement dans la fonction publique dont le coût de fonctionnement est très élevé pour les États. C'est une approche qui est stricto sensu libérale et qui est suivie par l'ensemble des institutions de Bretton Woods. Mon idée n'est pas de vous dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mon idée est de vous dire que dans un premier temps, ces ajustements sont faits à la hussarde, très rapidement, et que les changements brutaux sont des changements qui engendrent énormément de troubles. Vous vous trouvez dans une situation où on dégraisse dans la fonction publique, avec un ensemble d'acteurs qui se retrouvent sans boulot sur le marché du travail, mais sans compétences pour rentrer dans le secteur privé. On se retrouve avec un secteur de la formation, un secteur de la santé, où des coupes franches sont effectuées. Et on a, au niveau de l'efficacité des services, une baisse énorme d'efficacité. Si on regarde la situation à 15 ans d'écart, on peut dire que ce qui a été fait n'était pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi les gens qui ont subi, effectivement, ont subi de manière frontale un certain nombre de choses? Alors il y a beaucoup sur le continent africain, quand vous le parcourez, de gens qui vous parlent de cet épisode, et il y a des choses un peu rocambolesques. Par exemple, quand vous êtes au Niger et que vous buvez une bière qui s'appelle pas la conjoncture, mais la bière Niger, on vous dit que quand elle est passée
d'une bouteille d'1 litre à 75 centilitres, on l'a appelé la conjoncture. Et aujourd'hui, au Niger, on boit des conjonctures. Tout ça sont des traces de ces ajustements qui ont été très mal vécus par les populations. Et finalement, cette situation n'a pas été tout à fait aussi bienveillante qu'on pouvait le penser, puisque l'énorme masse de gens mis sur le marché du travail et sans capacité à travailler crée des troubles sociaux. Le dogme des institutions de Bretton Woods, je parle de la Banque mondiale, je parle du FMI, est à ce moment-là un petit peu tensé. Il est un petit peu tensé, on reviendra là-dessus après. Il est tensé par quoi? Il est tensé par deux autres doctrines, on va dire, deux autres doctrines qui sont l'éco-développement qui prône un développement situé, une autre doctrine qui s'appelle l'autre développement, et puis plus tard par les travaux d'Amartya Sen. Ces trois groupes de doctrines ont en commun de ne pas faire un lien univoque entre la croissance économique et le développement, tout simplement. Aujourd'hui, dans les années 2000, que s'est-il passé? Finalement, on continue de s'appuyer sur la réussite, d'une certaine manière, des ajustements structurels. De quelle réussite puis-je parler? Eh bien, effectivement, de ce qui a été fait au niveau de l'État. Il y a moins de fonctionnaires, on a un secteur public qui est plus efficace, on a eu des réformes monétaires qui permettent de drainer de l'investissement direct à l'étranger, et ces réformes sont poursuivies. Néanmoins, dans cette période de croissance inclusive, on a deux éléments qui sont très importants. On se rend compte, et ça c'est le troisième point, que beaucoup de gens ont été laissés de côté au moment des ajustements structurels et que la croissance ne doit pas être une croissance du PIB ou du PNB, mais qu'elle doit être inclusive, c'est-à-dire que les populations locales doivent pouvoir en bénéficier. Et pour que cela puisse être le cas, il s'agit de diversifier. Si vous prenez certains pays, qui sont par exemple des pays producteurs de pétrole, on peut prendre le Gabon, vous avez un énorme secteur pétrolier et à côté, vous n'avez pas grand-chose. Il se trouve que les ressources naturelles sont non seulement des ressources dont les prix sont cycliques et que beaucoup d'entre elles sont épuisables, et qu'un certain nombre de pays qui bénéficient d'économies rentières sont obligés de penser leur futur. Penser leur futur, ça veut dire penser la diversification. La diversification, c'est à la fois la réforme du secteur public, c'est entraîner une croissance liée à des investissements directs à l'étranger et une croissance endogène faite par l'entrepreneuriat des acteurs locaux. On a donc, si on regarde les processus de développement et qu'on les évalue, une grande évolution des grilles d'évaluation et même des finalités. Et on a aujourd'hui une nouvelle rhétorique. C'est peut-être de ça que je serais amené à vous parler à la fin. Cette nouvelle rhétorique est celle de la croissance inclusive. Les plans d'émergence qui se mettent en place aujourd'hui sont essentiellement basés sur la notion de croissance verte, de croissance inclusive, et nous questionnerons un petit peu la manière dont ces choses se déroulent dans différents États qui mettent en place des plans opérationnels de développement. Les émergences, aujourd'hui, ces logiques de diversification sous le sceau de la croissance verte, du développement durable, de la croissance inclusive, je reviendrai encore une fois là-dessus, elles existent dans un grand nombre de pays. Il y a 10 plans en cours d'opérationnalisation, il y a plus d'une trentaine de pays qui disposent de plans de développement, de stratégies de développement, sur 54 États africains. Dans cette stratégie, et c'est là que la différence se fait peut-être sentir avec ce qui a été fait avant, on va avoir des plans de développement qui font de la croissance et qui continuent de faire de la croissance économique une finalité. On en a d'autres pour lesquels c'est un levier. Autrement dit, on va avoir des plans qui restent basés sur une orthodoxie économique assez classique, où croissance égale développement, et d'autres qui pensent que croissance égale développement sous condition, et qu'il s'agit uniquement d'un des leviers du développement. On a aussi, à travers ces plans, la poursuite de la réforme de l'État. Les plans en cours sur lesquels j'ai l'occasion de travailler assez régulièrement, excusez-moi pour la faute à Côte d'Ivoire d'ailleurs, sont les plans camerounais, le plan du Tchad, le plan du Gabon, le plan du Rwanda, le plan Sénégal émergent. L'Éthiopie dispose d'un plan aussi et d'une stratégie de développement très particulière, l'Afrique du Sud également. Les horizons de développement et les horizons à lesquels les visions qui sont construites doivent aboutir peuvent être assez différents. Certains plans ont comme horizon 2025. Une grande partie d'entre eux est située à l'horizon 2030 et certains vont beaucoup plus loin. Pour les personnes que ça intéresse, l'Union africaine dispose de son propre agenda de développement et a une stratégie de développement à horizon 2050. La croissance, comme je vous disais, elle est ou finalité ou levier, j'essaierai d'illustrer tout à l'heure. Elle doit être endogène, donc basée aussi sur des investissements directs à l'étranger qui créent de l'emploi dans les pays, basé sur des partenariats publics-privés construits avec des opérateurs privés
pour, on va dire, la mise en œuvre des stratégies liées aux besoins d'infrastructures essentiellement, et inclusive, puisque effectivement la croissance dans les pays africains est encore plus mal partagée que chez nous. Et elle doit être diversifiée, c'est-à-dire qu'effectivement, on doit rompre avec l'idée qu'un secteur d'activité puisse être un secteur rentier qui va drainer l'ensemble du pays vers son évolution. Donc l'idée est de créer de l'entrepreneuriat. Derrière tout ça, on verra qu'il y a un certain nombre de facteurs transverses, dont ceux qui sont bien connus et qui sont les leviers de l'éducation, de la formation. Et la réforme de l'État, elle doit s'accomplir sur une base assez simple. On doit arriver à avoir une stabilité monétaire. C'est assez simple à dire, mais c'est plus compliqué à faire. Et on doit réformer et augmenter les capacités institutionnelles. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de jargon? Les capacités institutionnelles sont les leviers dont un État dispose pour justement mettre en œuvre sa propre politique. Un État est-il capable finalement de lever l'impôt? Un État est-il capable de prendre des parts sur un certain nombre d'investissements qui est fait chez lui? Un État est-il capable d'avoir une stratégie bien insérée dans une vision sous-continentale ou dans une vision régionale? Un État est-il capable d'avoir une gouvernance démocratique, etc., etc. Voilà ce qu'on a de manière très générique dans l'ensemble des plans de développement. La question, et évidemment, ces plans sont différents. Pourquoi ces plans sont-ils différents? D'une part, parce que les pays et les situations de départ ne sont pas les mêmes. Ces plans sont aussi différents puisque l'équilibre entre les objectifs de croissance, de réforme de l'État, de libération des potentiels de l'entrepreneuriat, etc., peuvent être sensiblement différents. Ces plans sont différents puisque la manière dont ils appréhendent ce que j'appelle ici les facteurs transverses, donc tout ce qui va permettre de mettre ça en place normalement, à savoir des leviers d'éducation, des leviers de formation, des leviers d'accès aux services, à l'eau, à l'électricité, à l'énergie, aux services publics, sont assez différents également. Et ils sont différents aussi puisque finalement les variables endogènes propres au pays et les variables exogènes avec lesquelles les pays interfèrent sont sensiblement différents. Enfin, l'interaction des variables propres au pays et des variables extérieures au pays sont différentes selon les pays considérés. Pour illustrer, vous voyez deux visions. Je vous expliquerai après comment ces plans sont construits. Les plans sont basés sur des visions. Les visions est ce qu'on devrait arriver à atteindre à un horizon donné. Quand vous faites un programme politique, vous ne faites rien de différent. Vous voyez d'un côté, sur le côté gauche, c'est une traduction, mais j'espère qu'elle est fidèle, la vision, effectivement, qui est la vision de l'État d'Afrique du Sud. Et vous voyez quelque chose d'assez curieux, développer les capacités pour atteindre un développement durable et inclusif. La vision du Rwanda est différente. Il s'agit d'atteindre un niveau de revenu. En quoi ces deux visions sont-elles différentes? La vision du Rwanda, c'est une vision qui ne rompt pas avec l'idée que la croissance économique est le levier principal du développement et que, allons bon, si la croissance économique est là, d'ailleurs, le reste suivra. On peut d'ailleurs se poser des questions sur les stratégies de croissance rwandaises. On reviendra là-dessus éventuellement aussi dans nos débats. La croissance sud-africaine, manifestement, n'a pas les mêmes objectifs. La croissance sud-africaine, cette notion de capacité, est un terme qui est traduit de l'anglais et qui vient d'un économiste, qui est un économiste indien, qui s'appelle Amartya Sen. C'est le développement des capacités. Comment vous expliquer les choses de manière simple? D'un côté, nous avons la vision suivante. Je donne un livre à quelqu'un, à partir du moment où il obtient un bien, eh bien, son niveau de revenu augmente et il sera satisfait. De l'autre côté, nous avons, je donne un livre à quelqu'un, mais comment va-t-il faire pour s'en servir et épanouir ses potentiels avec? Donc on est dans des idées qui sont complètement différentes parce que pour pouvoir utiliser un livre, encore faut-il avoir accès à l'éducation. Du côté sud-africain, on a cette idée qu'effectivement, la croissance économique est un des leviers. Mais on a l'idée que cette croissance économique doit être distribuée, partagée, et surtout qu'elle doit être le soubassement d'une libération de potentiel et de permettre aux gens, effectivement, qui accèdent à de la richesse, d'atteindre leurs préférences, d'atteindre leurs finalités et de maximiser les potentiels qu'ils ont en eux-mêmes. Donc la croissance est un des éléments qui permet de faire ça. Mais ce n'est pas tout. De l'autre côté, on a une stratégie basée sur une stratégie complètement monétaire. Comment ces plans sont-ils élaborés? Encore une fois, je suis obligé d'aller vite, mais d'une manière générale, ils sont élaborés de manière assez similaire, même s'ils se différencient dans leur contenu. Dans un premier temps, il s'agit de faire un diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est quel est l'état du pays en faisant une analyse rétrospective, quels sont les secteurs d'activité qui y sont implantés, quels sont ceux qui auraient éventuellement des potentiels et qu'on est capable de mettre en place.
De l'autre côté, il est bien d'avoir une vision. La vision, c'est un choix, c'est une décision qui, a priori, est politique. Et les conditions dans lesquelles ces visions sont décidées sont évidemment importantes. Car si elles sont décidées collégialement, elles peuvent éventuellement être partagées. Si elles sont décidées dans une antichambre particulière d'un dirigeant du pays, ça reste le plan du président. Et le plan du président n'est pas forcément le plan du pays. Le choix de la vision, effectivement, et comme vous le voyez, s'inscrit généralement dans quelque chose d'assez simple, qui est une croissance partagée à un horizon donné basé sur la diversification économique. La vision doit être déclinée. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir une vision, il s'agit de se donner les moyens opérationnels pour le mettre en œuvre. Et pour opérationnaliser cette vision, que faut-il faire? Eh bien, il faut concevoir les nouvelles activités, il faut planifier les besoins qui vont avec la conception de ces activités, il faut accompagner la montée en puissance de ces activités. Et par ailleurs, cette vision doit être soutenue par des capacités budgétaires. Il n'est pas bien de dire que nous avons besoin de tel type d'infrastructure et qu'elle coûte tant à tel horizon, encore faut-il être capable de les financer. À chaque fois, et à chaque niveau, les analystes qui sont les concepteurs de ces plans, auxquels j'appartiens, donc je ne m'exonère pas de mes propres responsabilités, sont susceptibles de faire des erreurs, des fois réduites, des fois énormes, et des fois faire des choix ou des partis pris qui finalement s'avèrent à moyen terme des choix plutôt malheureux. Donc, comme je vous disais, pour faire sérieusement un diagnostic, il ne faut pas oublier d'ancrer un pays dans son histoire. Et j'insiste là-dessus. L'Afrique est un continent divers, les pays ont des traditions diverses et l'histoire de ces pays ne remonte pas à l'époque coloniale. Il y a des permanences qui datent d'autres périodes et qui sont encore très présentes, qui interviennent, qui sont des mécanismes sociaux, des mécanismes économiques et qui restent extrêmement prégnants, à la fois dans la vie des groupes, dans la vie des individus, dans leur capacité de financement, dans leur capacité assurantielle et avec lesquels il serait peut-être bon de composer, puisqu'il s'agit de choses qui sont bien présentes sur le territoire. Quand on décide d'avoir une vision, on doit avoir du courage. Et effectivement, on peut se tromper, mais d'une manière générale, les visions sont quand même ou appuient sur la faiblesse de ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. La faiblesse de ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, c'est de construire des secteurs d'activité pertinents, mais qui exportent énormément, qui créent très peu d'emplois locaux et qui créent une richesse qui n'est pas rapatriée sur le continent. On veut donc que cette vision soit inclusive, inclusive au sens où la croissance doit être partagée par tous. Il y a des programmes qui sont dédiés de manière très spécifique aux communautés fragiles, pour les gens qui connaissent les urbanismes africains. Il y aura beaucoup de conférences là-dessus, manifestement, au cours de 3 jours. Donc vous aurez l'occasion d'écouter des choses beaucoup plus précises. Une ville africaine dispose d'une partie formalisée et d'une partie informalisée. Et dans ces quartiers informels, la vie est plus ou moins autonome de ce qui se passe sur l'autre ville qui est connectée à l'énergie, à l'électricité, aux stratégies éducation, aux infrastructures routières, etc. De l'autre côté, c'est informel. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Au contraire, il s'y passe beaucoup de choses. Et il est peut-être tout à fait intéressant de voir comment des gens qui disposent de moins de ressources font pour assumer leur destin et de voir quels sont, effectivement, dans le cadre des stratégies qui sont déployées, les mécanismes qui peuvent être réinjectés dans des sociétés beaucoup plus formalisées. La diversification économique, encore une fois, c'est un impératif. Et la diversification économique, son corollaire, c'est la formation. La réforme de l'État, comme je vous l'ai dit, elle est très présente. Et dernière chose, développement durable oblige. On a eu la COP 21, mais si on a eu la COP 21, il y en a peut-être eu 20 avant. Les questions d'environnement global sont en train de s'affirmer avec force à l'échelle de la planète. Et le continent africain n'est pas du tout épargné par ce souffle du développement durable. Pour différentes raisons. D'une part, il s'agit d'un continent vulnérable au changement climatique. Et aussi, il s'agit peut-être d'un des éléments de solution de la lutte contre le changement climatique, puisque vous avez un bassin forestier assez important qui est susceptible de nous aider beaucoup quand il s'agit de capter du CO2. Décliner une vision, c'est construire des programmes et des projets. Alors, si je vous parle de ce qui est fait au Gabon ou si je vous parle de ce qui est fait au Rwanda, on va décliner une diversification qui est basée sur les potentiels des pays. Le Gabon, le Rwanda disposent d'un certain nombre de terres arables. Il est donc tout à fait possible d'imaginer d'y implanter de l'agriculture. Agriculture, ça ne suffit pas. Quel type d'agriculture? Éventuellement de l'agriculture à vocation exportatrice, mais si les choses doivent être aussi un peu inclusives, il ne faut pas oublier l'agriculture vivrière. Donc on développe de l'agriculture. Le continent recèle de ressources. Et il dispose toujours de beaucoup de ressources pour lesquelles nous avons toujours un énorme appétit.
Que faire avec ces ressources? Faut-il continuer à les exporter sans les transformer? Je ne vous parlerai pas du fer, je ne vous parlerai pas du minerai, mais je vous parlerai du bois, pour vous donner une idée. Scier un tronc d'arbre dans la forêt gabonaise, dans la forêt centrafricaine, au Congo, en RDC, ça vous rapporte 1. Construire un meuble transformé en bois, ça vous rapporte 35 fois plus. Si vous êtes capable d'installer une chaîne de valeur dans votre pays, ce qui suppose d'avoir les capacités de transformation, à la fois sur le plan technologique, la connaissance et les équipes pour le faire, vous avez déjà plus de métiers et vous avez beaucoup plus de ressources fiscales pour les pays en question. Donc l'idée est de diversifier et d'utiliser les potentiels des pays qui, encore une fois, sont très différents. On va essayer de professionnaliser et d'amener un potentiel de développement et de transformation des ressources qui sont les ressources de base. Et à côté de ça, se développe tout un secteur privé. Derrière ça, effectivement, comme je vous dis, la question centrale, c'est le capital humain, l'accès aux services et l'éducation. Si les stratégies éducatives, si les universités qui se montent, si les écoles de formation professionnelle qui se montent, continuent à former des cadres pour la fonction publique, alors que nous en sommes à la transformation, à la 3e transformation du bois, il n'y aura pas de 3e transformation du bois. La réforme du secteur éducatif est donc une priorité. Et là, comment penser l'éducation? Est-ce qu'on apprend pour connaître et pour savoir? Est-ce que c'est une chance de savoir? Ou est-ce qu'on apprend pour avoir un métier? L'optique délibérée prise par les acteurs qui construisent ces plans, effectivement, est plutôt d'aller vers une stratégie de professionnalisation. Et dernier point, dans ces plans, l'aménagement du territoire. On parle beaucoup de conflits en Afrique. On les instrumente de différentes façons. Des fois, c'est des histoires religieuses, des fois, c'est des histoires ethniques. Très souvent, c'est des histoires d'aménagement de territoire. Vous avez eu en Afrique un développement de pôles urbanisés, de petits hubs à certains endroits, et autour, beaucoup moins de développement. Si vous prenez certains pays que je connais bien, comme la Centrafrique par exemple, vous avez Bangui, puis vous avez 30 km autour de Bangui, puis après, vous n'avez plus rien. On peut avoir une lecture de la crise centrafricaine qui s'épargne complètement les questions de christianisme et d'islam. On peut juste se dire que les gens qui sont au nord, éventuellement, étaient musulmans, mais c'est anecdotique, mais que ça fait 60 ans qu'ils attendent d'avoir l'eau, le gaz, l'électricité, des écoles, tout simplement une présence de l'État en région. Donc, autre point très important dans l'ensemble de ces plans, de la décentralisation. Et enfin, effectivement, la budgétisation. Alors, on parle d'États qui sont souvent dans des situations d'endettement, mais lesquels ne le sont pas, je crois que nous sommes un peu endettés également. Donc, comment faire pour financer tout ça? Il y a plusieurs choses à financer, et elles ne sont pas financées avec les mêmes leviers. On va utiliser des capitaux privés pour l'entrepreneuriat. On va utiliser l'aide au développement bilatérale et multilatérale dans d'autres cadres. Ça va être le financement des grands chantiers d'infrastructures, qui sont des infrastructures transverses. Et on va utiliser du financement interne qui est lié aux revenus, lié aux ressources des pays en question. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? La mise en œuvre doit être faite par les administrations centrales. Il s'agit de mobiliser à peu près correctement les financements et donc d'avoir un suivi budgétaire. Il faut aussi avoir, comme je vous le disais, une adhésion des parties prenantes. Qui sont ces parties prenantes? À la fois les cadres de l'administration, mais peut-être aussi les citoyens. Or, c'est éventuellement là que le bât blesse. Nous avons des stratégies qui sont vraiment top-down. Nous avons des plans qui sont portés par le haut, qui sont portés par les cabinets ministériels, voire directement par la présidence, ce qui est une bonne chose, mais la base d'adhésion à ces plans de la société civile reste d'une manière générale relativement faible. Comment se fait le suivi? Généralement, il y a une instance de gouvernance. On met en place auprès du Premier ministre ou auprès de la présidence un cabinet spécialisé. On a des dispositifs d'évaluation, on regarde comment les programmes se mettent en œuvre, à la fois dans le temps et comment ils consomment leur budget. Et on vérifie si l'atteinte des performances se fait. Est-ce que tout ça, ça va nous permettre, il me reste très peu de temps, d'aboutir ou pas? Je serais bien incapable de vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'incertitudes sur les aboutissements de ces plans. Et pour noter toutes ces incertitudes, on va reprendre des variables internes au pays, des variables politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que la stabilité politique n'est pas forcément établie sur le continent, elle ne l'est pas ailleurs. Des variables économiques et financières. Ici encore, beaucoup de changements très rapides liés à l'indexation en fait, des revenus des pays encore au cours des matières premières et d'autres variables que je vais détailler puisqu'elles sont très importantes. Les autres variables, c'est la démographie. Quand vous regardez les plans, on vous dit finalement avoir une démographie galopante, c'est une très bonne chose.
C'est une très bonne chose à partir du moment où on pourra faire quelque chose avec ces jeunes et où ces jeunes trouveront des capacités d'épanouissement dans leur pays. Et là, l'Afrique est un continent qui montre des situations extrêmement diversifiées. On a la zone sahélienne où penser un dividende démographique, c'est-à-dire tirer des bénéfices de la croissance démographique pour créer un secteur de l'emploi et mettre les gens sur un marché du travail, paraît complètement irréaliste. On a des taux de natalité qui sont élevés, on a des taux de mortalité qui ont baissé parce que les objectifs du millénaire ont fait leur boulot, et on a un nombre de jeunes incalculable à mettre sur un marché du travail qui n'est pas capable de se créer parce que la diversification au Sahel, c'est compliqué. Je laisse de côté les variables liées au terrorisme et aux problèmes de sécurité. Donc la démographie, est-ce un atout? Oui, si on peut convertir ça en dividende démographique. Autre chose, enfin, il n'est pas le tout de monter une belle filière. Beaucoup d'États sont déjà concurrents. Quand on monte une filière du fer transformée, on a comme concurrents des Brésiliens, on a comme concurrents des Asiatiques qui sont déjà insérés sur les marchés mondiaux. Et la capacité d'insertion sur les marchés mondiaux, indépendamment de la qualité des filières créées, reste incertaine. Si je prends les variables politiques, y a-t-il une véritable volonté de mise en œuvre? On a parfois l'impression que les plans sont un peu la marotte qui servent à créer un discours présidentiel et qui finalement ne sont pas forcément suivis des faits. On a par ailleurs des fois des transitions démocratiques qui sont brutales ou pas brutales et qui font que les plans, qui sont basés sur 25, 30 ans, finalement vont être arrêtés et ne seront pas mis en œuvre. Quant aux variables économiques et financières, stabilité financière, effectivement, quand on a emprunté, c'est compliqué. Les positions budgétaires et la maîtrise de l'inflation, tout ça est très dépendant de variables qui sont des variables externes, que j'ai appelées ici des variables d'environnement. Les variables d'environnement, vous avez évidemment la possibilité ou pas de penser l'intégration régionale. Va-t-on continuer à penser l'Afrique en 54 pays ou va-t-on finalement arriver à penser l'Afrique en zones épanouies qui travaillent ensemble et en complémentarité? Là aussi, beaucoup d'incertitudes. L'environnement de marché, comme vous le disiez, ce n'est pas tout d'avoir des beaux produits, il faut encore avoir une capacité à les vendre. Et comment les partenaires et les concurrents vont se positionner, ça aussi c'est hautement incertain. Et enfin, on a toutes les problématiques de changement climatique et de gestion des ressources naturelles qui peuvent augmenter ou pas la vulnérabilité du continent. Si on les décline un petit peu, effectivement, dans les variables d'intégration et de stabilité, vous avez les risques de conflits et de terrorisme, je pense qu'on y pensera beaucoup. Mais pensez également à des problèmes comme Ebola qui ont coûté aux pays concernés, aux trois principaux, dont la Sierra Leone, environ 25% de pain de croissance sur une année. Donc les problèmes de sécurité ne sont pas uniquement militaires ou liés au terrorisme. L'intégration régionale, elle est essentielle. En zone CEMAC, les marchandises circulent moyennement et les hommes ne circulent pas complètement. Difficile de penser, sans marché régional, une intégration qui va fonctionner. La stabilité de l'environnement de marché, vous voyez que d'une année sur l'autre, ça peut changer très fortement. Les stratégies des bailleurs et des partenaires qui eux-mêmes subissent les effets de la crise sont susceptibles d'évoluer. Les interactions entre les partenaires changent. Vous avez sur le continent une forte présence française, on ne va pas le nier. Vous avez aussi une très forte présence chinoise, on ne va pas le nier. Vous avez une présence américaine qui est aussi très importante. L'agenda chinois de coopération avec la Chine est en train de changer complètement. On sort de la prédation des ressources naturelles pour aller vers le transfert de technologies. Mais l'agenda de la Chine et l'agenda des États-Unis sont connectés. L'agenda de la Chine, des États-Unis et de la France sont connectés. Ça aussi aura une grosse influence sur la manière de penser l'intégration. Les conditions financières mondiales, encore une fois, il faudrait être un prophète pour avoir une idée de ce qu'elles seront dans 25 ans. Et le cours des matières premières, vous voyez que lui, finalement, c'est peut-être la chose la plus prévisible. Il est cyclique. Une fois, il est fort, une fois, il est faible, et tous les 10 ans, ça alterne. Les questions de changement climatique, les stratégies d'adaptation pourront-elles se mettre en œuvre? La gestion des ressources naturelles, qui sont les ressources du futur pour diversifier, sera-t-elle effectuée de manière correcte, de manière à ne pas gâcher des potentiels? Tout ça reste complètement incertain. Et ce qui est incertain aussi, c'est la manière dont pour chaque pays, ces variables d'environnement et ces variables internes fonctionnent ensemble. Donc vous voyez, on a de jolis plans, c'est très intéressant à lire, on a des belles visions, et finalement, quand on les questionne, on peut avoir un certain nombre de doutes. C'est pour ça que chez Futurible, on a une logique. Une logique, c'est de se dire qu'il faut faire une prospective de ces plans. Et pour faire ça, il faudrait les étayer, créer un laboratoire qui analyse des tendances lourdes, des permanences, et qui les recense, et qui les analyse de manière beaucoup plus importante, sans oublier les incertitudes que je vous ai présentées, qui doivent être intégrées. Il faut donc travailler par scénario.
Il faut avoir une analyse critique des différents travaux. La Banque mondiale dit des choses, le FMI dit des choses, l'AFD dit des choses, les gouvernements des pays disent des choses. Des fois, il y a une dialectique, des fois, il y a un dialogue, des fois, il n'y a rien. Des fois, on est avec des acteurs qui parlent à eux-mêmes et qui construisent leur stratégie tout seuls. Tout ça, il va falloir les regarder. Et puis, il faudrait travailler à différentes échelles, puisque la grande faiblesse de l'intervention que je viens de vous faire, et il y en a malheureusement plusieurs, c'est qu'il n'y a pas de réalité totalisante des pays africains. C'est que l'Afrique reste extrêmement variée et qu'il faut travailler non seulement à l'échelle du continent, à l'échelle des pays, voire même à l'échelle régionale à l'intérieur des pays, mais surtout à des échelles qui sont des échelles régionales et interrégionales au sein du continent africain. La CEMAC, donc l'Afrique centrale, existe avec un certain nombre de potentiels. Vous avez des potentiels en Afrique de l'Est. Vous avez un certain nombre de dynamiques d'intégration régionale. Je vous demanderai de les regarder. Vous verrez qu'elles sont toutes construites comme l'Afrique de Rhodes, du Caire à Cap. Voilà, on descend, c'est une vision transversale. Ces intégrations régionales se sont faites dans un prisme colonial. Il est peut-être temps de renverser un petit peu le paradigme et de voir que les principaux partenaires de l'Afrique pour les prochaines années continueront certainement d'être les Occidentaux, mais qu'à moyen terme, vous avez d'un côté l'Amérique du Sud et que vous avez d'autre côté le Moyen-Orient, avec des pays qui ont des taux de croissance très importants et qui peuvent devenir de grands partenaires. Je vais en rester là et je vais vous laisser la parole. Je vous remercie. Merci Thierry Homel. Alors nous avons le temps de prendre quelques questions. On va commencer par les questions sur Twitter, très rapidement, les principales. Il n'y en a pas? D'accord, alors il n'y en a pas. Une question, monsieur. Monsieur au premier rang ici, au deuxième rang. Oui, bonjour. Donc je viens de Béziers pour vous écouter et je suis membre des Clionautes. Je voulais vous interroger parce que vous avez présenté dans les deux plans l'Afrique du Sud, qu'on présente généralement dans les pays émergents et qui est démocratique, oui, et le Rwanda de M. Kagame. Et donc ma question, parce que moi je m'intéresse beaucoup au Rwanda, il y a une belle stabilité politique depuis 22 ans. Oui. C'est le même chef d'État, après un génocide, qui a réussi à manœuvrer pour envahir le pays voisin, pour piller la République démocratique du Congo, pour s'enrichir. Et vous me présentez un beau plan avec des chiffres de baisse de pauvreté, de baisse de montée, bien sûr, du revenu et de l'espérance de vie. Et c'est très joli, c'est très beau. Et vous avez dit à la fin, mais ces jolis plans, ça dépend de la volonté politique. Et donc je me pose la question, est-ce que M. Kagame fait ce beau plan pour être réélu à vie jusqu'à la fin de ses jours, ou est-ce qu'il a une véritable volonté de parler, d'aider, comme vous l'avez dit, les communautés fragiles et pauvres du Rwanda, qui est un minuscule pays? Et ce qui m'étonne, c'est que là, c'est un exposé court, hein, vous le faites dans le temps que vous avez eu, et c'était très intéressant, mais c'est complètement déconnecté de l'aspect politique. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, bon, qui est quand même relativement une démocratie avec ses problèmes de violence, de corruption, etc., hein, et le Rwanda, pour moi, c'est le jour et la nuit, et je me pose vraiment des questions. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me répondre sur le Rwanda, mais ça m'a particulièrement interpellé. Je ne peux pas votre question est intéressante, je ne peux pas vous répondre sur le Rwanda, mais le fait d'avoir mis l'une à côté de l'autre ces deux visions n'était pas complètement un hasard. Donc effectivement, je vous dis, du côté du Rwanda, on a une vision, on va faire du PNB, et puis les gens en bénéficieront. Il se trouve, et c'est un fait, que le Rwanda est le modèle plébiscité par les institutions internationales. Si vous regardez ce que disent les institutions internationales sur le Rwanda, on a de la stabilité économique, on a de l'investissement direct à l'étranger, nous avons des partenariats publics-privés, nous avons de l'agriculture qui est lancée, on fait beaucoup de thé au Rwanda maintenant, et le Rwanda, finalement, par rapport à ce qu'il était à la sortie de la guerre civile, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, est un pays qui a une ère de prospérité et de la stabilité. Cette stabilité se fait aux dépens de l'expression démocratique. C'est une réalité, on ne peut pas la contester, et il semblerait que le président qui avait décidé de ne pas faire de mandat complémentaire, finalement se dise qu'il est bien obligé de le faire. Que se passe-t-il au Rwanda? Il est finalement un peu seul. Il a derrière lui des gens qui sont comme lui, et il n'y a pas forcément eu d'opposition. Il a eu besoin de ça pour stabiliser le pays, mais aujourd'hui, ce caractère un petit peu autocratique commence à déranger sérieusement. Donc effectivement, il est possible qu'on questionne le Rwanda un petit peu plus sur l'ouverture des libertés politiques, sur la participation de la société civile et même sur la manière dont les projets agricoles se font.
Les projets agricoles sont des grands projets conduits avec des capitaux privés qui viennent essentiellement de groupes internationaux dans lesquels l'État rwandais et les proches de Kagame ont généralement pu investir. Le développement de l'agriculture vivrière qui permettrait à des gens d'avoir des moyens de subsistance, une diversification de leur alimentation, se fait moins. Et tout ça ne se fait pas parce que ça se fait aux dépens de l'agriculture diversifiée et rentière qu'on veut exporter. Donc oui, il y a des vraies questions liées à la démocratie. Je ne connais pas suffisamment le pays pour savoir comment il gérera ça, mais c'est un autocrate éclairé, dirons-nous. Il y a quand même des choses qui se font pour le pays. L'Afrique du Sud, on a vraiment une vision qui est aussi basée sur une réconciliation. Donc ce n'est pas un hasard non plus. Vous voyez les mains les unes sur les autres avec ces couleurs différentes, qui est l'image de la vision. L'idée de la réconciliation est majeure en Afrique du Sud. On a des groupes sociaux qui, en fonction de la situation antérieure, donc l'apartheid, ont accédé à des positions ou pas. Donc la notion d'inclusivité joue un grand rôle. Il y a eu aussi beaucoup d'échanges intellectuels et beaucoup d'universités qui permettent à beaucoup de gens de participer à une programmation un petit peu plus éclectique. Néanmoins, quand on regarde comment l'Afrique du Sud réprime les grèves dans les mines, la démocratie peut aussi y faire peut-être un petit peu de progrès. Alors après, on ne va pas taper sur l'ensemble des pays parce que sinon, il faut déjà qu'on regarde comment les choses se passent chez nous, je pense. Mais j'espère avoir répondu partiellement au moins à votre question. Une autre question. Tout au bout. Ah, non, pardon, là-haut. Merci, M. Omel. Je viens du Sénégal et donc du CDS du Sénégal. Ma question est la suivante. Dans votre exposé, je vois que vous êtes assez pessimiste par rapport donc à la jeunesse africaine et particulièrement celle qui se trouve dans la zone sahélienne. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là? Et pourtant qu'il y a de bonnes dynamiques par rapport à ces jeunes-là, en dehors donc de l'immigration. Mais ce que les jeunes entreprennent donc dans cet espace-là, vous ne le corrélez pas à la question donc de la démographie, mais sinon que vous pensez que la démographie telle qu'elle se présente est un facteur limitant par rapport donc au développement justement donc de la jeunesse et de son entrepreneuriat. Alors, je ne pense pas. Merci beaucoup pour cette question parce qu'effectivement, je n'ai peut-être pas été suffisamment précis. Donc, quand on parle du Sahel, on parle d'une bande qui traverse l'Afrique d'ouest en est ou d'est en ouest, si vous préférez, où la pluviométrie est très faible. Le terrain est déjà aride et il se trouve que sur cette bande-là, il n'y a pas beaucoup de développement économique et social. Il y a de l'agro-pastoralisme, il y a des traditions agricoles, il y a des traditions effectivement de pastoralisme avec notamment les Peuls qui traversent beaucoup. On a une très forte pression sur les ressources naturelles au Sahel, une très très forte pression avec déjà des problèmes conséquents de pluviométrie et de ressources en eau et une démographie galopante. Cette démographie galopante fait qu'il y a de plus en plus de gens qui font pression sur ces ressources naturelles sur lesquelles il y a déjà beaucoup de conflits d'usage. Et si on n'arrive pas à créer de la diversification économique, étant donné la difficulté aujourd'hui à construire des politiques migratoires, vous voyez que l'Europe n'accueille pas forcément les migrations de manière très favorable, et l'Europe est pourtant le continent qui accepte aujourd'hui le plus de migrants. Donc si les gens ne peuvent pas partir et si les gens n'ont pas les moyens de créer de l'entrepreneuriat, alors le Sénégal est peut-être un petit peu différent, mais j'ai plutôt en tête là le Niger, le Tchad, etc. Où que faire ? Comment construire de la diversification étant donné les niveaux d'éducation actuels, étant donné le peu de ressources possédées par ces États, à la différence des États qui sont les États rentiers d'Afrique centrale? Comment faire avec toute cette jeunesse qui va vouloir accéder effectivement et qui accède de plus en plus à la connaissance, qui a des revendications, qui va demander de l'accès à la démocratie, mais qui va avoir du mal à trouver de l'accès au travail. Voilà un petit peu ce pourquoi je suis négatif et je pense que la démographie est dans ce cadre-là un facteur limitant. Quand on regarde un pays comme le Gabon, c'est le contraire. Il manque de main-d'œuvre. Il manque de main-d'œuvre et ils manqueront de main-d'œuvre pour mettre en place la stratégie de diversification. Donc je fais de grandes différences entre les différentes zones, effectivement, sur ce qui est de l'atout ou des inconvénients liés à la démographie. Mais encore une fois,
je suis obligé d'être très rapide et très global. Le Sahel en lui-même, c'est aussi différentes zones et les conditions de diversification ne sont pas les mêmes au Sénégal et au Niger, par exemple. Merci. Une dernière question, là-bas, à votre droite. Bonsoir, Louis de Venise, étudiant en géostratégie à Marseille. Moi, ma question portait sur l'implication de la communauté internationale, notamment l'ONU, à travers la CNUSED, dans l'émergence des pays africains. Si vous pouvez nous en parler un petit peu. Oui. Très rapidement. Je vais faire ça très rapidement. Alors, plus que l'ONU, donc l'ONU, c'est, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 27 agences. Donc vous avez évidemment des interventions du PNUE, du PNUD, de la CNUSED et de tout un tas d'autres instances. Vous avez évidemment des actions d'urgentisme dans des problèmes qui sont les problèmes de crise, et vous avez les instances qui planifient et qui participent au développement. Donc le PNUE, le PNUD sont des instances qui participent à la projection. À côté de ça, vous avez le PAM, le Programme alimentaire mondial, vous avez l'UNICEF, qui sont essentiellement basés sur des questions de résolution de crise. Ils participent, mais il se trouve que l'ONU n'est pas un bailleur. Et donc les bailleurs sont plutôt le FMI, les agences bilatérales, les agences multilatérales, etc., qui, elles, financent et qui financent sous conditions. Donc l'ONU a certainement un rôle à jouer, et il joue un rôle, mais finalement les acteurs les plus importants dans l'élaboration de ces plans et dans le suivi de ces plans, ce ne sont pas les acteurs onusiens, ce sont plutôt les acteurs que j'ai appelés de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Merci Thierry Homel. Merci à vous. Et nous allons maintenant laisser la place à la simulation Conseil européen. Donc il va y avoir un petit temps d'installation, je pense. Je laisse la place à ma collègue Katia Jouk pour la suite des événements.